Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que Groupe Dinaco émet 90 000 états de compte papier chaque année? Tous les clients de Groupe Dinaco possédant une adresse courriel peuvent maintenant recevoir leur relevé de compte par courriel en format PDF. Ça vous intéresse? Contactez-nous à l'une de nos succursales ou par courriel. J'attends Cathy Chenard de pied ferme. Oh, lave-la. Cathy Chenard! Quoi? Bon, OK. Là, depuis qu'on est arrivé à l'érablière, là, tu te promènes avec les cannes de sirop. Là, c'est assez, j'en veux une, s'il te plaît. T'en as 3, j'en ai pas une. Non. Je peux pas t'en donner, Tommy. Pourquoi? Tu te rappelles pas la dernière fois que j'en ai donné? Non. T'en veux une? Je t'en donne une, mais je suis pas responsable de ce qui arrive. OK. Elle est vide, Cathy Chenard! Elle est vide! La dernière émission du Pied ferme. Cette semaine, nous terminons en beauté avec la production acéricole. Et ce n'est pas parce que les érables ne coulent pas qu'il n'y a pas de travail à faire à l'érablière. En effet, les installations, la réparation et la transformation occupent amplement les acériculteurs. Dans un instant, nous sommes les invités de 2 érablières, soit celle de Claude Patry à Saint-Athanas et celle de M. Denis Chouinard à Sainte-Perpétue. Là, présentement, j'ai 19 000 entailles, 19 100 Et c'est-tu beaucoup, ça? C'est-tu gros comme érablière? Ça dépend de la région que tu te trouves. OK. Ici, en Côte-Sud, on peut dire que c'est quand même moyen, mettons. Si je prends une municipalité, c'est que Saint-Antoine, c'est une érablière qui est moyenne. Là. OK. Si tu t'en vas dans certaines autres régions, comme entre autres la Brosse, il y a beaucoup plus de petites érablières, c'est considéré comme très gros, mettons. OK. Et vous avez choisi cette production-là parce que c'était familial, quand même? À un moment donné, quand je me suis aperçu peut-être qu'on pouvait en vivre, si l'érablière avait une certaine importance, qu'on pouvait peut-être en vivre de ça. Là, à un moment donné, je me suis dit, bien là, peut-être qu'on devrait peut-être expansionner puis faire juste ça, dans le fond, se concentrer juste dans une production. Pouvez-vous nous expliquer un peu de ce que vous avez de besoin pour faire la production acéricole? Bien là, le début, premièrement, ça prend des bonnes pelles de raquettes pour commencer. Ça, c'est à peu près des effets les plus importants que pas, je pense, parce que ça commence par l'entaillage. OK. Quand on entaille aussi, généralement... Faites ça à quel moment? Comme moi, je commence tout le temps vers la mi-février, à peu près, l'entaillage. OK. Ça, c'est la période, c'est le début qu'on fait. Là, quand on entaille, normalement, il faut mettre... si notre tuyauterie est en pente, il faut la mettre en pente. Ça veut dire qu'il y a une 5-16, l'entaille, normalement, on l'entaille assez haute pour que la chute, c'est en descendant, elle aussi. Pour être sûr que tout c'est descendant, le 5-16 aussi, tout ça en entaillant, on le met... en pente aussi, puis et si la main, on se retrouve qu'il y a une pente inverse, ou qu'il y a une poche, comme côté qui fait un rond, on le prend, on le relève, on met ça pour que tout soit fait. Normalement, tout est fait. Après ça, quand tout est fait, normalement, quand ça commence à couler, normalement, un petit peu, bien là, on met le vacuum. Quand on met le vacuum, quand on est chanceux, on a 20 de vacuum, quand on est backlocké, bien des fois, on a 7-8. Ça veut dire qu'on a 7-8, ça veut dire qu'il y a un gros moyen, là, quelque part, que tu n'as pas vu qui est démanché. Normalement, ça veut dire, si tu n'as pas plus de vacuum que ça veut dire que c'est un main peut-être de 2 pouces, peut-être un main d'un pouce et demi, mais c'est un gros main. À partir de là, on a des systèmes de valves. On ferme une valve, on joue avec nos valves, jusqu'à temps qu'à un moment donné qu'on pogne la bonne valve qui fait que le vacuum monte. Ça veut dire que c'est le problème sur cette valve-là. Là, on part, puis on fait ça. Normalement, ça, c'est une grosse journée, des fois une journée et demie, pour étancher le plus gros de nos fils, qu'on appelle. OK. À partir de là, on se continue dans les érablières, puis là, on trouve des fils un peu plus. Un chalumeau, des fois, qui est pendant, parce qu'il était mal à manger ou qui était complètement oublié. Ou ben donc, il y a un écureuil, un de nos petits amis d'écureuil qui est venu nous manger un peu. Puis là, normalement, ça, c'est quasiment une couple de semaines peut-être à faire la maintenance de ça. OK. Après ça, normalement, que notre système est considéré moyennement étanche, mais à tous les jours, il faut tout le temps passer. Soit dans nos stations de pompage, tout le temps pomper pour notre vacuum. Bon, parce qu'à un moment donné, le vin peut prendre, puis il peut tomber, mettons, un arbre, il peut tomber une branche, puis qui fait qu'il démange, qui arrache un tuyau, qui démange un ligne à 5-16. Puis là, fait que normalement, on fait tout le temps l'inspection tous les jours.
Là, puis là, normalement, après ça, la prochaine étape, normalement, c'est bouillir. Là, on bouille. Ça veut dire que là, notre eau arrive vers l'érablière. Normalement, arrive dans des bassins par un relâcheur qu'on appelle, quand l'eau, il y a assez d'eau dans ce bassin-là, elle remonte en haut. À partir de là, elle est distribuée dans différents réservoirs, selon le réservoir qu'on désire avoir. À partir de là, l'eau redescend encore une autre fois en bas parce qu'elle passe dans un système d'osmose. Sur un système d'osmose, ça veut dire, si maintenant ton eau d'érable est à 2 de sucre, normalement, si tout est à bouille à 8 ou à 9, 10 bien, ça veut dire que tu montes ton sucré de 10 Ça veut dire, si tu mettons, par comparaison, si tu dis mon eau arrive à 2, moi je vais l'avoir à 8, ça veut dire que c'est 4000 gallons d'eau, ça veut dire que tu en jettes 3 dehors, puis tu en gardes un qui est concentré. Vous pouvez contrôler le sucre comme vous voulez. Là. Comme qu'on veut, c'est ça. À partir de là, on appelle ça du concentré. C'est le concentré d'érable. Puis le filtrat, c'est ce qui sort normalement, puis qu'il n'y a rien dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans la période de concentration qu'on appelle, là, tous les éléments qui sont dans l'eau d'érable se retrouvent dans le concentré. Parce que pour garder le sirop, c'est garder le goût du sirop. Puis, fait que là, à partir de là, on a du filtrat qu'on appelle. Sur le filtrat, bien, lui, quand on vient, comme on dit qu'on a assez, on le jette dehors. Ou ben, ça nous en prend 1000 pour laver notre sopothèque aussi. Après qu'on a assez d'eau de concentré, normalement, on passe à la prochaine étape, ça veut dire c'est l'évaporation. Là, ça veut dire que notre eau d'érable rentre, normalement, dans un préheater. Sur un préheater, normalement, c'est tout de quoi qui est en stainless, normalement. Puis ça veut dire que l'eau, mettons, l'eau peut arriver des journées, ça dépend, il n'est pas tout le temps pareil. Elle peut arriver à 10 degrés Celsius, comme elle peut arriver à 3-4 degrés Celsius, tout dépendant des chaleurs qu'il fait. L'eau d'érable qui rentre dans le préheater, normalement, c'est dans le préheater, mais ce préheater-là, il est emmanché dans une grosse hotte. Une grosse hotte, je pourrais dire que c'est comme un couvert de chaudron, dans le fond. C'est ça que ça fait, sauf que c'est emmanché sur notre hotte. Quand on bouille, ça devient chaud. Puis quand ça devient chaud, ça veut dire que l'eau d'érable qui part peut-être, qui arrive à 3 degrés, qui tombe dans l'évaporateur, dans la première casserole, normalement, elle est supposée d'être aux environs de 180 degrés Fahrenheit. Là, ça veut dire que là, après ça, la prochaine étape de là, elle fait toute la circulation qu'il y a. Ça, tout en bouillant, l'eau d'érable, étant donné que le sucré se fait. À mesure que le sucré se fait dans la casserole, ça veut dire que l'eau d'érable avance seule en avant. Par un système le fait qu'il bouille, il fait ça de même. L'eau qui rentre est moins sucrée, elle pousse l'eau qui est plus sucrée en servant en avant. Elle passe dans l'évaporateur, comme moi j'ai un finisseur, ça tombe dans mon finisseur, puis éventuellement, quand elle arrive au bon degré, on appelle ça un déclencheur, ça veut dire un relâcheur. Après ça, on a une presse à sirop qu'on appelle. La presse à sirop, elle sert à filtrer notre sirop. Parce que notre sirop, il y a toutes sortes de. Il n'est pas nécessairement tout le temps. Il n'est pas pur. Bien, il est pur, je veux dire, mais il est comme embrouillé. Là. Okay. Fait que là, la presse à sirop sert à filtrer le sirop. Puis quand elle sort à l'autre bout de notre presse à sirop, elle tombe dans notre baril. OK. Après ça, il nous reste juste à former notre baril. Et c'est quoi les petits pépins que vous pouvez rencontrer, justement, parce que je pense que c'est la nature beaucoup qui joue sur la qualité de l'eau. Comment vous faites pour, justement, à chaque année, vous ne pouvez pas prévoir comment ça va être? Est-ce que c'est pour vous, c'est un inconvénient de cette production-là? Est-ce que c'est le plus gros inconvénient ou il y a d'autres choses de pire? Je pense qu'on a 2 ou 3 gros inconvénients. On est les écureuils, ça c'est un gros inconvénient pour nous autres, c'est sûr, là, parce qu'il nous fait du dommage beaucoup. Puis la température, c'est un gros inconvénient parce que ça, on ne le contrôle pas. Ce que vous trouvez le plus intéressant, si on peut dire, à cette production-là? La nature. La nature, le bois. Nous autres, c'est familial beaucoup. C'est ma femme est ici pour faire la transformation, pour ça, faire à manger. Puis des fois, elle s'occupe du sirop. Puis elle fait la comptabilité. Elle en fait beaucoup. Puis, disons, j'ai eu la chance aussi. Cette année, mon dernier est rentré avec nous autres. J'avais déjà mon gars qui travaillait pour moi. Fait que je fais ça avec mes 2 fils. Ma femme puis mes 2 fils, puis moi. OK. Puis toi, Michel, ton rôle, c'est quoi dans l'érablière? Principalement? Principalement, c'est moi qui m'occupe de pratiquement de bouillir. C'est moi qui... Je fais de la maintenance, j'entretiens. Quand il y a de l'eau assez, je m'en vais la bouillir. Okay. Puis quand vous entaillez, l'année suivante, vous n'entaillez pas à la même place sur votre érable. Pour quelle raison? Bien, parce que on ne peut pas entailler à la même place parce que c'est du bois mort. Là. Mais étant donné qu'on entaille, mettons, autant que possible, on essaie d'entailler nos chutes normalement aux 28 pouces. Autant que possible, on essaie d'entailler à peu près à 28 pouces. Pour être sûr que la chute est tout en descendant, que l'eau est tout en descendant. Ça brise pas les arbres? Bien, c'est une cicatrice qui se fait. Un autre affaire, quand on entaille, il ne faut pas entailler en descendant parce que l'eau va se ramasser là. Puis c'est ça qui peut faire des dommages à ton érable. Il faut tout le temps avoir une certaine pente, une petite pente, qui fait qu'à un moment donné, qu'il ne restera jamais d'eau. Pour pas pourrir l'arbre. C'est ça. Puis ça fait l'arbre. Tu l'as blessé, l'arbre, là, c'est sûr. Là. Comme ça, qui se fait mal, dans le fond. Mais oui, l'arbre, il va se guérir, il va se cicatriser. Puis il va se reformer. Il va se reformer tranquillement au long des années. C'est pour ça l'avantage. C'est pas pour rien qu'on a fait le chelmeau, qu'ils nous ont dit que c'était le chelmeau santé. On fait le trou peut-être 3 fois plus petit qu'on le faisait avant. Qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines années pour votre entreprise?
L'expansion? Oui. Il faut que l'expansionne, mais là, sûrement qu'il y aura un agrandissement qui va se mettre. Peut-être pas cette année, on n'aura peut-être pas le temps. Parce que la fédération, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se mettent des nouvelles entailles. Il n'y aura probablement plus de réserve. Il va falloir qu'ils se mettent des nouvelles entailles. Moi, en tout cas, l'expansion, il faut que l'expansionne. Parce que là, si je veux rentrer mon gendre avec moi, puis mes deux gars, là, on va prendre pas mal plus d'entailles que ça. Là. La gestion intégrée de l'eau par bassin versant est un concept qui implique deux notions distinctes, le bassin versant et la gestion intégrée. Tout d'abord, un bassin versant est un territoire dont les limites sont naturelles et non pas déterminées par l'être humain. En fait, ce sont les crêtes des montagnes et les dénivellations du terrain qui déterminent les limites d'un bassin versant. On appelle généralement ces crêtes de montagne et dénivellations la ligne de partage des eaux. Le bassin versant est donc un territoire isolé du point de vue hydrologique, puisque chacune des gouttes d'eau qui tombent à l'intérieur des limites du bassin versant, peu importe l'endroit dans le bassin versant, atteindra à la fin de son parcours le même exutoire. La gestion intégrée est une approche qui cherche à inclure les intérêts, les ressources et les contraintes de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans un même domaine plutôt que de considérer exclusivement les préoccupations et les responsabilités propres à chacun. La gestion intégrée de l'eau est donc un mode de gestion qui tient compte de l'ensemble des usages qui ont un impact sur la ressource eau. Cette approche permet d'avoir une vision globale et de connaître les effets cumulatifs des activités sur la ressource eau et sur les autres usages de l'eau. Lorsque l'on considère les utilisations et les activités qui touchent l'eau de façon isolée, ces usages peuvent sembler avoir un effet négligeable sur la ressource. Mais lorsqu'on les considère globalement, l'impact peut être majeur. La gestion intégrée de l'eau par bassin versant est un mode de gestion qui tient compte de l'ensemble des activités qui ont un impact sur la ressource eau à l'intérieur du territoire naturel d'écoulement des eaux, le bassin versant. Ce mode de gestion permet également de considérer la capacité du bassin versant à supporter les usages de l'eau et d'obtenir une vision globale de ces usages afin de les préserver pour les générations futures. Pour ce qui est du comité de bassin versant de la rivière Kamouraska, il a pour objectif général la réhabilitation et la mise en valeur de la rivière Kamouraska et de ses tributaires par une gestion intégrée de la ressource eau, et ce, dans une dynamique de concertation et de recherche de consensus entre les différents acteurs sectoriels présents sur le territoire. De plus, 5 objectifs spécifiques ont été définis comme moyens pour parvenir à cette mission. Tout d'abord, le COBACAM veut caractériser, c'est-à-dire mieux connaître le bassin versant sous différents angles. Aussi, établir un plan d'action à long terme, le plan directeur de l'eau, et développer le sentiment d'appartenance et de responsabilité des citoyens. Également, intervenir auprès des partenaires pour initier ou mettre en place des projets concrets de réhabilitation ou de mise en valeur. Et finalement, assurer un fonctionnement efficace, harmonieux et transparent du comité de bassin versant. Dans la période un peu plus calme, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, normalement, à ce temps-ci, là, on commence à faire le tour de la tubulure pour voir si les rongeurs ont passé ou s'il y a des arbres sur les mains ou les 5-16. Puis, on ramasse aussi le bois qui est à terre. Il y a des érables secs qu'on ramasse. Il y a du bois qui est à terre de l'an passé parce qu'on n'a pas eu le temps de tout le ramasser. C'est ça qu'on fait présentement. Là. OK. C'est quoi le main? Les mains, c'est les gros tuyaux qui C'est apportent... les plus gros? Les plus gros tuyaux, oui. Puis les 5-16? C'est les petits qui sont après Les les petits érables. bleus? Les petits bleus, oui. OK. Donc, vous vous occupez de ça présentement? Oui. OK. Et comment ça fonctionne au printemps? Quand les érables commencent à couler, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, on entaille. Là. Ah, ben oui. OK. La période d'entaillage, ça dure normalement une douzaine de jours. OK. On est 5 qui entaillent. Puis après ça, un coup l'entaillage est fait, normalement, on a une semaine, on se garde au moins une semaine, là, en tout cas, normalement, avant que ça coule, pour tout repasser à grandeur, pour voir si tout est correct, puis s'il n'y a pas de tuyaux de coupé ou des affaires de mer. Puis pendant la période de bouillage, autrement dit, là, quand ça coule, là, automatiquement, là, moi, je m'occupe des pompes puis du séparateur.
Puis mon frère s'occupe du bouillage, du sirop. Puis on a 2 employés dans l'érablière qui marchent à journée longue dans l'érablière, les autres pour les fuites. Puis, Pour voir si tout ouais, est correct. tout est correct. Parce que quand je vais aux cabanes de pompe, s'il y a des tuyaux qui viennent trop d'air pour l'eau, je le sais. Fait que là, je lui donne le numéro du tuyau, puis les autres, ils s'en vont, puis ils vont sur tes mains. Là. Et est-ce qu'il y a une façon particulière d'entailler justement les arbres? Oui, c'est 10 pouces, c'est plus. C'est jamais vis-à-vis d'un vieux trou. C'est un pied en haut, un pied en bas, puis 4 à 5 pouces chaque côté. Faut t'entendre, Qu'est-ce qui est primordial, c'est l'entaillage. C'est ça qui amène ton eau à la cabane. Ça fait la différence. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Si t'es mal entaillé, t'as pas d'eau. Mettons cette année, j'entaille ici. L'année prochaine, je vais entailler là. Une autre année, je vais entailler là. Puis, je vais jouer sur la hauteur aussi, tout dépendant de la neige que j'ai. Mais c'est ça, est-ce que ça fait jouer entre le trajet entre chacun des tuyaux Non. d'arbre en arbre? Non, Ça dérange pas? ça dérange pas, ça. OK. Ça reste un pareil, ça. OK. Et ça prend quel genre d'installation à l'intérieur de l'érablière pour accueillir toute cette eau-là? Bien, nous autres, présentement, là, avec le séparateur qu'on a là, avec Saint-Membrane, plus là, le fourneau à bouillir qu'on a là, un 6-16, disons que ça fournit. On n'a pas de trouble là, à venir à date. Là. On n'a pas eu d'eau pour nous enterrer encore. OK. Fait que, c'est l'installation que ça prend là, pour 32 000 entailles. OK. Et vous êtes dans le biologique. Oui. Et vous avez un chauffage qui est à l'huile. Ça ne dérange pas Non, même non, c'est dans non. le biologique? Oui, oui. OK. Et c'est quoi les particularités d'avoir du sirop biologique? Bien, aujourd'hui, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va vers le biologique un peu dans toutes les autres sphères d'agriculture, autrement dit. Puis, en étant biologique de même, bien, les gens sont certains que le sirop il est pur, qu'il n'y a rien dedans. Toutes les casseroles, il n'y a pas de plomb dedans, il y a pas de... c'est tout soudé à l'argon. Fait que c'est un peu ça. Puis la manière d'entaillage aussi, on est vérifié tous les ans. Ils viennent faire une visite au début du printemps, normalement. Puis ils peuvent revenir dans le temps de sucre à n'importe quel temps, voir si tu es conforme partout. OK. Puis à venir à date, nous autres, là, on n'a jamais eu aucun de... Ça a tout le temps bien été. Là. OK. Ouais. Et c'est quoi peut-être la chose la plus difficile que vous trouvez dans votre production? J'aime ça. Fait qu'il n'y a pas Y a grand-chose de rien difficile. Non! Il n'y a pas grand-chose de difficile. J'aime ça, fait qu'il n'y a pas grand-chose de difficile. Est-ce que des fois, la température peut vous choquer un peu? Oui, surtout cette année, là, la température ne nous a pas aidé trop. Là. Elle nous a gardé le moral assez bas. Là. Mais par contre, on vit avec la nature, ça fait qu'on n'a pas le choix. Faut passer par là. Vous séparez l'eau, bon, le sucre, le taux de sucre et tout ça. Ça fonctionne comment? C'est le séparateur, c'est à pression. OK? OK. Ça fait que nous autres, normalement, on sépare, quand ton eau arrive à 2,5, 3, on la monte jusqu'à 10 degrés de sucre. Ça fait que ça veut dire qu'à 10 degrés, là, ça prend environ 10 à 11 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Au lieu de prendre à 2,5, ça prend 35 ou 38 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Vous faites la transformation ici sur place. C'est quel produit là, qui en ressort de ça? Nous autres, on fait du beurre d'érable, sucre granulé, sucre dur, tire, les cornets, caramel, un petit peu de tout, là, on touche à tout. OK. Pouvez-vous nous parler un peu de la différence des sirops d'érable? Parce qu'on a vu tout à l'heure le sirop clair, extra clair, moyen. Oui. Ça fonctionne comment? On fait ça comment? Dans le début de saison, quand c'est frais, puis que c'est frais, là, puis que tu as des bonnes journées, des bonnes coulées, normalement, là, tu fais du 2A, puis du A, là, n'en veux-tu d'en là? Là, le A, c'est le meilleur? Le meilleur, oui. Ouais. Puis aussi, quand la saison avance, si le soleil persiste trop ou s'il fait trop soleil, là, autrement dit, les bactéries se mettent dans la tubulure. Fait que là, tu cours plus de chances d'avoir du B. Puis quand tu arrives à la fin de la saison, là, tu tombes dans le C puis dans le D. Là. OK. Mais c'est pas parce qu'il est moins bon. Non, c'est pas parce qu'il est moins bon. C'est la nature qui fait que ça s'en va de même. Là. Tu peux pas finir l'année en 2A. Là. OK. Tu commences l'année en 2A, mais tu finis l'année en C ou en D. C'est normal. Oui, c'est normal, oui. OK. Ouais. Le sirop d'érable, pour faire de la tire, ça fonctionne comment? Le sirop d'érable, normalement, c'est à 218 degrés Brix, en Fahrenheit, autrement dit. Puis la tire, c'est 236. Bien là, nous autres, on a ces chiffres-là, mais c'est toujours, c'est toujours 26 degrés de plus que ton eau au bout. OK, pour la tire. Puis si tu montes plus que tu montes en sucre, mettons, sucre dur, c'est 242, sucre granulé, c'est 256. Donc, plus on monte de degrés, plus ça change là, ça change le produit. Le produit, oui, justement. Mais ce qui veut dire que si vous êtes en train de faire de la tire,
qu'il y a une distraction, vous passez à côté, puis ça a monté d'un autre degré, c'est pas perdu parce que vous allez faire d'autres choses avec. On peut faire d'autres choses avec, oui. Donc, c'est toujours Oui, récupérable. toujours récupérable, C'est oui. intéressant, au moins. Jusqu'à temps que ça brûle. Ouais, Et là. Est-ce qu'il y a une différence de goût par rapport justement à la saison, comme au début de Oui. saison avec Oui. le sirop, il y a une différence? Oui, oui, oui. Plus le sirop est pâle, plus il est doux, autrement dit. Puis plus il fonce, plus il est un petit goût plus foncé, plus corsé, autrement dit. Là. OK. Il goûte, on va dire comme les gens, ils goûtent plus l'érable, mais pour nous autres, c'est le 2A et le A qui est le meilleur. Mais tu as beaucoup de personnes qui aiment mieux le B et le C. Là, Mais est-ce que le taux de sucre est le même Oui, quand oui, même? tout le temps pareil. OK, ça... Ouais, ça ne change pas, ça, non. OK. Le sirop d'érable contient des quantités appréciables de potassium, de calcium et de magnésium. Un quart de tasse de sirop d'érable offre 100 de la valeur quotidienne recommandée en manganèse, 37 en riboflavine et 18 en zinc. Mais ça bout pas à la même température. 217. 217, Ouais. l'eau 100 degrés, Ouais. 217 pour... C'est du sirop? Oui, Ça, c'est du sirop. sirop, oui. Puis plus longtemps on le fait chauffer, Là, tu ouais. ça va devenir de la... Ouais, 233, c'est du beurre d'érable. 234, là, du beurre d'érable. 36, c'est de la tire. Sucre mou. Ben, mais pas sucre mou avec la machine-là. Là. Après ça, 242, c'est le sucre dur. 256, c'est le sucre granulé. OK. À 300, ben là, il y a pas À de... 300. À 300, la cassonade. Non, 200, attends un peu. Linda fait du caramel, là. Je pense que c'est OK. 280 quelque chose. Ah, ouais. Me semble. Du caramel avec ça? Ouais, caramel à Hey. l'érable, ouais. Oh, pelay. Ouais, il y a du sirop de blé d'Inde là-dedans, il y a du OK. glucose, il y a toutes sortes de choses. là. Ah, Ça se ouais. garde pas longtemps. Ça OK. devient granuleux, ça, là. OK. Ça commence à bouger un petit peu. Est-ce que ça diminue de beaucoup la quantité? Normalement, ça, c'est 4 litres. Normalement, 4 litres, ça pèse 12 livres. Je vais sortir, mettons, si je suis en beurre d'érable, je sors à peu près 8 livres. 4 livres, autrement dit. Plus que tu montes en ébullition, plus que tu ôtes de l'eau dedans, plus ça diminue. Parce que le sucre dur, c'est 7 livres. À 242, là, c'est 7 Le livres. sucre dur, il y a plus d'eau là-dedans. Il y en a moins, il en va un petit peu, là, mais il y en a moins. ça Ouais, va. ouais. Ah, OK, le couvert, il est comme beaucoup plus grand. Ouais. Ah, OK. C'est ça? Il rentre dedans. Ah, il rentre dedans. Puis lui, ça... Ça se plie. C'est ça. Tout se plie ensemble. Ah, ouais. Ah, puis c'est par le dessous? Oui. Ta recette est longue. Puis on l'eau par là. Ouais. Fait qu'on devrait l'ouvrir par en dessous. Non, par rapport que. C'est collé comme. Parce que nous autres, quand pour les faire refroidir, pour stériliser, je leur dis, il faut toujours qu'elle s'aille de la tête en bas. Ben oui. Et voilà. Et 5, c'est pas long? Non. Normalement, là, dans une quinzaine de minutes, on va être prêt. Ça va être prêt. Ouais. Puis ça va aller voir de la tire. Oui. C'est aussi simple que ça. finalement. Ouais, Hein? C'est au bon degré. ouais. Ouais, ouais. Mais quand il n'y a pas beaucoup de même, là, c'est pas long. là. Hey, il s'est fait chauffer, ce thermomètre. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? De l'eau. Ah! Ça, ben, Tout c'est pour le- enlever la Ouais. Pour. rafraîchir la mousse. Ouais, justement, ouais, ça la rafraîchit un petit peu. Là, faut mettre ça dans les petits plats. Ouais.
Faites passer L'eau froide. l'eau froide. Ah! Juste en dessous? Non, je monte ça jusqu'ici. Ah, OK. Ah, ouais. C'est le seul moyen, c'est un des bons moyens pour la garder, Parle. qu'elle reste, qu'elle prenne pas en sucre, comment dire. Ah, OK. Ben, on a réussi à faire de la tire ici à l'érablière de M. Chouinard. Donc, maintenant, c'est l'étape de la dégustation, hein, Cathy? C'est bon. C'est bon? On va en faire. Peux-tu en avoir un peu? Non, non. Un petit peu. Non, tu viens bien trop sévère quand tu manges ça, Tommy. Non, juste un petit peu. Non, non, c'est pas une bonne idée. Une petite lichette. Pas sûr. À peine une lichetette, là. Juste pour dire que j'ai Juste pour touche. dire. Juste pour dire, OK? Fais-moi les pas regretter, hein. Non, non, je te jure, je te jure, je te jure. Je vais le cacher. Voilà qui complète cette dernière émission de la série Le Pied Ferme. Nous espérons que pour cette émission acéricole, nous vous avons donné le goût de l'érable. Le goût de l'érable, évidemment, mais le goût aussi d'en connaître davantage sur les autres productions agricoles de la région. Merci d'avoir été des nôtres tout au cours de la série et nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette émission que nous avons eu à la préparer pour vous. Merci aussi à tous les producteurs, leurs familles et leurs employés. Merci également à la Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud et spécialement à M. Luc Martin de Roy pour son aide et ses conseils. Merci aussi à toute l'équipe de Boxe Rivière-du-Loup pour l'aide technique apportée. Merci, au plaisir. bientôt. À bientôt. Bonjour, je suis Mireille de l'entreprise Le Château Blanc à Rimouski. Nous sommes apiculteurs. Nous faisons du miel clair, du miel crémeux, une recette de caramiel pour déguster sur les toasts et la crème glacée et de la moutarde au miel pour accompagner vos grillades sur le barbecue. Vous pouvez trouver nos produits ici dans la région de Kamouraska, au Quai des Bulles, pour nos chandelles en cire d'abeille, à Trois-Pistoles, à la Fromagerie des Basques et jusqu'à Matane et toute la région de Rimouski dans les épiceries. Saviez-vous que Groupe Dinaco émet 90 000 états de compte papier chaque année? Tous les clients de Groupe Dinaco possédant une adresse courriel peuvent maintenant recevoir leur relevé de compte par courriel en format PDF. Ça vous intéresse? Contactez-nous à l'une de nos succursales ou par courriel. La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.